Est-ce que finalement le principe de savoir qu'on on a toujours cette impression depuis plein de films, Matrix et d'autres, qu'on est entre deux réalités, entre deux mondes, est-ce que c'est ça le plus important? Moi, je trouvais que le plus important, quand même, c'était quand même cette expérience visuelle qu'on avait avec le film, qui justement nous transportait ailleurs, plutôt que cette volonté de nous dire on est entre rêve et réalité, notre société nous partage entre virtualité et un autre monde, chose qu'on a pu dire avec Fight Club et d'autres. Et cela dit, oui, il y a peut-être des indices. Alors, on peut peut-être s'amuser à commencer comme ça dans le film, justement, à essayer de comprendre le pourquoi du comment du film, enfin le sens intime du film. Alors, est-ce que vous avez peut-être des propositions sur ce que veut dire le film, en fait, ou est-ce qu'il faut chercher ailleurs l'intérêt de ce film? Voilà, quel serait le message du film à votre avis sur si jamais le film disait quelque chose, hein. De quoi? Pardon. C'est-à-dire les... Mhm. Ah oui, c'est un tout. Non, mais j'ai l'impression que chez Mamoru Oshii, vraiment l'idée que la forme est souvent peut-être plus prégnante que le fond, en fait. C'est vraiment l'expérience de cette forme qui nous amène vers quelque chose. Et cette idée qu'on a ces images, ces couleurs très atténuées pendant tout le film, pendant presque 1h20, 1h30 de film, et tout d'un coup, on a ce choc des couleurs réalistes qu'on connaît tous, celles qu'on connaissait avant de rentrer dans la salle et qu'on connaîtra, s'il fait jour, en sortant de la salle, ou même pas. Vraiment, je trouve que c'est la force de ces couleurs, en fait. Enfin, je sais pas, c'est comme quand des fois on sort du cinéma et qu'on est éberlué par le soleil, pour peu qu'on soit allé en journée au cinéma. Mais il y a un peu ça dans le film, tout à coup, c'est ces tramways qui passent, ces couleurs, ces bleus, ces rouges, et des couleurs très primaires qui sont là, comme vraiment agressives, nous donnent vraiment une idée de ce que c'est que la réalité, quoi, que vraiment le choc de la réalité, chose que le film, le film peut pas nous apprendre ce que c'est que la réalité, il peut juste nous rappeler le choc de la réalité. Et c'est vrai que pour autant, il y a plein d'indices qui nous disent bien que quand ils sont là au concert, c'est pas la réalité a priori, puisque il y a le personnage de Murphy qui se désintègre. Donc, il se désintègre comme se désintégraient d'autres personnages plutôt. Alors, donc lui-même est toujours dans le jeu. Mais est-ce que c'est ça le... Alors, en plus, voilà, le film ne résout pas la toute fin, puisqu'on ne sait pas s'il tire elle tire sur le Ghost ou si la fin, quand on voit Welcome to Avalon, ça annonce un début, une fin. Souvenez que le film commence après le générique par log off, donc déconnexion. Sur les mêmes titrages, donc avec cette idée que est-ce qu'on commence par se déconnecter pour se connecter, enfin bon, là je pense que le film joue à une fausse logique avec nous. Enfin moi je pense pas que ce soit vraiment que ça le jeu du film, sinon ça serait ultra simple. Alors effectivement il prend la logique d'un jeu vidéo et de plein de choses comme ça, mais moi je pense que c'est plutôt cette idée de nous perdre quelque part entre réalité et irréalité, quoi, et vraiment nous faire vivre cette expérience. Et pour le coup donc ça explique le côté maniériste du film, de vouloir retoucher sur toutes les images. Donc pour le coup, par exemple, alors il faut savoir que donc l'équipe d'effets spéciaux du film a retouché chaque image et carrément avait retouché sur le regard de l'actrice principale et pour enlever à des moments et à d'autres non, parce que je repérais que c'était au moins 2 fois, ça n'a pas été le cas, tous les clignements d'yeux du personnage, comme pour donner cette impression d'un personnage fabriqué, ou en tout cas peu réel, même si en fait on voit un clignement d'œil la première fois qu'on la voit, quand elle est avec son fusil qu'elle va tirer avec en regardant dans le ton, on la voit cligner une fois. Donc, ce qui donne une sorte de côté vivant. Et tout d'un coup, jusqu'à la fin du film, on ne la verra pas cligner. Jusqu'à la toute fin, on la voit un tout petit peu cligner. Donc, il y a vraiment cette idée qu'elle est partagée entre réalité et irréalité. Et c'est vrai que moi, ce que je trouvais très fort dans le film, je pense que là, la copie nous permettait de bien le voir, c'est comment, finalement... le réalisateur arrive à effacer le réalisme d'un point de vue vraiment pictural. Enfin, en tant que peintre, il touche au film en tant que peintre, et c'est ce que je disais en préambule, où finalement il a fait de l'animation avec un film de fiction avec des acteurs. Vraiment, c'est-à-dire que rechanger, effacer chaque image, finalement, était cette idée qu'on nous plaçait face à une expérience. On est entre deux mondes. Est-ce on voit un film d'animation, un film de science-fiction filmé avec des acteurs? Enfin, vraiment, il y a cette idée qu'on est face à une expérience
nouvelle. Enfin, moi, je pense que c'est surtout ce phénomène qui est plus fort. Et finalement, il y a aussi quelque chose. Alors, évidemment, il y a aussi toute la dimension jeux vidéo. Alors, moi, je vous disais, je pense pas qu'on ait besoin d'être fan de jeux vidéo pour bien comprendre. On dit que c'est un jeu vidéo, et après, on voit bien qu'il y a cette idée de cycle dans le film. Finalement, qu'il y a des éternelles répétitions, des personnages qu'on voit qui réapparaissent, des situations, des choses qui finalement nous mettent toujours dans le doute, et en même temps entre deux mondes. Il y a cette idée qu'on voit un personnage dont on voit jamais les trajets vraiment, qui est dans son tramway, mais de X fois. Et qui est toujours, tout est porté à pas nous raconter une histoire ou un trajet, mais nous raconter des sentiments. Ce qui est très fort finalement, c'est comment finalement on montre toujours le personnage de Ash comme toujours isolé, enfin même qui ne parle pas au monde, ou quand elle parle à des personnages, leur parle toujours de biais. Enfin, il y a une scène qui, enfin là pour le coup c'est assez explicite, c'est quand elle parle avec la femme qui s'occupe du jeu Avalon, enfin derrière son kiosque, elle se parle de profil. Enfin, il y a quelque chose, on a l'impression que on dirait presque Persona de Bergman, pour ceux qui ont vu le film. Et pour le coup, c'est vraiment une référence que pouvait avoir le réalisateur, puisque lui, son cinéma de base, alors ça se devine peut-être pas, hein, mais le cinéma qui a le plus formaté son regard, c'est ce qu'il dit en tout cas, c'est le cinéma expérimental de Godard, d'Antonioni, de Bergman, et le film qui a le plus marqué, et là je pense que si vous l'avez vu, ça a dû vous choquer ou sauter aux yeux en tout cas, c'est La Jetée de Chris Marker, un film de 62, je ne sais pas si certains l'ont vu, non, ça vous dit rien, La Jetée? Oui. Vous savez, c'est un film tourné avec des images fixes, en fait, des photos. L'Armée des 12 singes, et qui a été lui-même inspiré un peu par Vertigo aussi, finalement. Mais donc, c'est un film un peu comme ça, central de la nouvelle cinéphilie, en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, La Jetée, c'est un film avec des images fixes. Juste à un moment, il y a un personnage qu'on voit regarder, quoi, finalement, filmé pour de vrai. Et c'est une histoire d'un personnage qui passe qui tourne, qui est projeté dans le passé, dans le futur, avec un casque comme ça qui met sur la tête et qui s'allonge sur une sorte de fauteuil comme ça, exactement comme celui du film. Et donc on sent bien que finalement le réalisateur joue plutôt aussi à retourner dans ses souvenirs de cinéphilie en fait. Moi je pense que c'est un film très très personnel, en fait, un film qui a pas de clé, qui nous dit les choses de façon assez explicite, mais après qui explique pas les choses, parce que moi je pense que comme beaucoup d'autres films du même réalisateur, c'est des films ultra personnels où en fait ce sont plutôt des autobiographies en fait. Et ce qui est intéressant, c'est quand on lit les interviews du réalisateur, même s'il ne donne pas les clés, on comprend ce qui le motive. Alors, par exemple, toutes les scènes dans les tramways, il raconte qu'en fait, quand il avait 16-18 ans, il a arrêté d'aller au lycée et qu'il était en rébellion avec les institutions, sa famille et tout le reste, et qu'il passait du temps sur un tramway circulaire, je crois que c'était à Tokyo, qui tournait sans arrêt, qui s'arrêtait jamais en fait, et qu'à force, il avait l'impression que le monde était arrêté, qu'il n'y avait que lui qui était vivant. Il n'y a que lui qui est en mouvement, et qu'il voyait que des gens arrêtés dans la ville. Et vous voyez, donc quand il a 16-17 ans, il pense à ça, et donc à 50 ans, il fait le film. Enfin, celui-ci. Hein. Et oui. Ce qui m'a amusé, c'est la rupture qu'il y a un moment dans le film avec une recette complète de la soupe aux choux. Ça, c'est extraordinaire. Oui. C'est l'influence de Maïté Bah, bien sûr. Non, on peut sauter à ça évidemment, mais c'est cette idée que finalement il y a une proximité disons ça autrement. Je vous disais que pour moi le film raconte rien, il donne plutôt des émotions. C'est pour ça qu'il joue de façon plastique sur les regards, sur la lumière. Et moi je trouve que finalement ça nous donne la force de la vie est là, quoi. Quand on voit découper les morceaux de, je sais pas ce que c'est, comme viande d'ailleurs. Voilà, mais il y a une sensualité à la chose, il y a un côté comme nature morte, mais en même temps, on sent la force de la vie, quoi. Le chou, effectivement, la viande d'un rouge hallucinant. Oui, voilà. Bah, justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que le chien, c'est quand même l'indice de la vie.
c'est la quotidienneté, mais c'est la fidélité, c'est la vie, quoi. C'est la vie. D'ailleurs, quand elle rentre la première fois chez elle, c'est le seul, si vous avez fait attention, enfin moi j'ai bien fait attention parce que je connaissais le film, mais c'est le seul qui a une couleur un peu marron, pas chaude, mais presque. Alors que le reste est plutôt dans les sortes de marron froid, quoi, sépia. Et donc, c'est l'indice de la vie, quoi. Alors, elle se nourrit, mais elle se nourrit. Alors, il faut regarder attentivement la boîte qu'elle mange. C'est une nourriture pour chien qu'elle mange. Des croquettes pour chien, et polonaises. Hein, ouais. Si on voit un gros chien, en fait, dessus, sur la boîte. Hein, oui. Et elle mange, enfin, le chien, chien mange une nourriture peut-être plus pour humain. Mmh. Oui. Et en plus, son assiette a l'air d'être plutôt congrue au début, et il a l'air d'avaler une assiette sans fin, quoi. Et, ah oui, peut-être un peu. Bah, il y a quand même à la fin le duel final. C'est du Léon, quoi, la musique orchestrale derrière. Et pardon. Et alors ça, c'est parce que c'est parmi les références du réalisateur qui enfant allait voir beaucoup de westerns. Son père l'a amené voir des westerns en tout cas, et des films de sabre japonais dont on connaît le lien avec les westerns spaghetti, mais et les westerns tout court d'ailleurs. Et la même composition que Ennio Morricone. Voilà pour le réalisateur, mais je pensais oui. Ah oui. C'est vrai. Oh, bah, je suis pas allé, j'ai pas eu la chance d'aller voir le concert. Et donc, non, mais cette idée, c'est cette force de la vie. Comment, d'un coup, la vie apparaît comme ça, comme il y a le choc de la vie, quoi. Mais par la quotidienneté. Enfin, c'est cette idée que notre expérience de la vie, c'est par des petites choses. Effectivement, la sensualité, les couleurs qui apparaissent comme ça et qui viennent irradier la chambre bien quotidienne et bien triste de cette femme. Mais tout comme le plan, justement, le chien qui disparaît. Alors, mais en même temps, si vous avez fait attention, on entend le chien sans arrêt. Dans la pièce quand elle le cherche, au fait. Enfin, en même temps, le chien l'accueille, on l'entend l'accueillir, mais on l'entend même un peu comment pouffer, un peu comme ça. Et pardon. Halté, ouais, complètement. Et quand elle sort pour le chercher, on entend des hélicoptères qui tournent comme ça sans arrêt, qui rappellent évidemment l'hélicoptère qu'on a entendu un peu plus tôt là, dans le jeu. Enfin, en même temps, ils sont peut-être encore dans le jeu là, à ce niveau-là. Mais c'est peut-être pas ça le plus intéressant. Mais finalement, que ça lui rappelle que c'est qu'elle est. Enfin, ça nous rappelle et ça devra lui apprendre qu'elle est toujours en jeu. Mais d'ailleurs, quand elle sort de la maison, à chaque fois qu'elle sort de la maison pour aller au jeu à Valonne, on l'entend, on la voit à chaque fois taper dans une canette, enfin une canette ou une boîte de conserve, chaque fois ça s'entend. Il y a cette idée de quotidienneté, enfin, c'est-à-dire que d'artificialité des lieux. Mais et toujours justement pour montrer la force de la vie, justement pour revenir au chien, quand elle projette sa main sur l'affiche de concert, dont on se demande bien pourquoi elle affiche, enfin qu'elle arbore un basset, mais bon, peu importe. On n'est pas pour comprendre ou expliquer les choses, c'est plutôt des sensations. Cette main-là qui vient toucher la photo du basset, on sent bien que c'est ce personnage qui est en quête de réalité, quoi. Et d'ailleurs, ce film, alors, donc, qui nous parle de Roi Arthur, du Graal, finalement, dans un sens. Finalement, comme dans tous les films de quête, c'est pas l'objet de la quête qui est le plus important. C'est la quête en soi, c'est le fait de savoir chercher, d'oser chercher, qui est le plus important. Et ce personnage de H, bah, finalement, qu'est-ce qu'elle trouve je sais pas, qu'est-ce qu'elle trouve pas grand-chose. Moi, je pense que c'est pas ce qu'elle trouve qui est le plus important. C'est ce que nous, spectateurs, on trouve, ce qu'on ressent dans le film. Je pense que c'est qu'un film d'émotion pure. Et c'est vrai que c'est la beauté, quoi. C'est la beauté orchestrale de la chanson, enfin, la chanson du morceau sur scène. Ouais, lyrique, les mouvements de caméra, enfin, si vous vous souvenez, jusqu'à présent on a des caméras fixes, on a des caméras qui sont plutôt qui ont des points de vue un peu synoptiques, c'est-à-dire qu'on voit les choses, on voit tout ce qu'il faut voir, et une fois qu'on rentre dans ce nouveau niveau, on a des points de vue subjectifs. C'est la première fois, enfin, c'est à ce moment-là qu'on a des points de vue subjectifs du point de vue de l'héroïne, à partir du moment où elle va tuer ou détruire le Ghost, vous savez, il y a cette caméra qui tourne autour d'elle,
Et après, on a en même temps les points de vue de Ash qui regarde autour d'elle avant de détruire le fantôme. Mais c'est aussi ça, enfin, vraiment, ça participe à cette expérience de la vie. Enfin, on a les caméras qui s'élèvent, on voit à chaque fois le personnage de Ash qui apparaît. On a une caméra comme ça qui est en hauteur, si vous vous souvenez, c'est devant un magasin, j'imagine, et il y a un panneau, enfin une espèce de publicité qui cache le personnage. La caméra s'élève et laisse apparaître à chaque fois le personnage. Enfin, on a vraiment cette idée d'un personnage qui naît à chaque fois, et vraiment c'est cette expérience de la vie, quoi. En plus, c'est un personnage dont on efface aussi bien les courbes que la couleur de la chair, et qu'à la fin, voilà, on la voit femme, quoi, tout simplement, alors qu'elle a un côté quasi androgyne pendant tout le film. Et on voit l'incarnation de sa peau. Donc il y a vraiment cette idée d'une expérience de la vie, quoi. Moi je pense que c'est ça, la beauté de la vie, quoi. Et d'ailleurs, la scène finale, quand il y a ce duel avec Murphy, c'est aussi bien un duel qu'une scène d'amour, quoi, finalement. C'est une déclaration d'amour étrange pour le coup, mais il y a quelque chose d'assez trouble, en tout cas, dans la chose. Oui. Oui, bien sûr. Non, ce ne serait pas. Non, alors justement, je pense que j'en avais parlé avant la salle, mais alors justement, ça c'est un point important, et ça explique aussi pourquoi il a été tourné Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, donc, je vais essayer d'y arriver en revenant sur ce point, mais c'est un peu détourné, vous allez voir. En fait, première chose, Oshii voulait faire un film très réel, et pour lui, il considérait que de tourner au Japon, finalement, c'était une réalité qui était trop proche de lui. Alors ça, c'est la première chose. Après, il avait envie de montrer des armements, des bombes, tout ça, et ça, l'armée japonaise, la petite armée japonaise, ne pouvait pas le permettre. Et donc, il avait cherché, et en fait il avait vu que les pays de l'Est, l'ancien bloc communiste qui s'ouvrait depuis un certain temps, avait un arsenal dont il voulait faire quelque chose économiquement, et donc c'est un des pays qui proposait la chose. Et l'idée, c'est que l'idée supplémentaire, c'est que en fait, il était un fanatique du cinéma polonais, entre autres, qu'il avait beaucoup vu quand il était étudiant en cinéma dans les années 60, fin 60 et début 70. Et donc, il y avait cette idée que finalement, il va pouvoir peut-être aller dans cette continuité. Je disais que c'est un cinéaste assez cinéphile, finalement, et que marcher sur les pas des autres, pour lui, était important. Et il raconte que lui, son drame, c'est que dès qu'il a tenté de faire des films, étudiant ou après, d'un point de vue professionnel, c'est qu'il tombait toujours amoureux de ses actrices. C'est que, justement, et qu'il allait vers elles, il leur déclarait sa flamme, et qu'à chaque fois, il était repoussé. Et donc, du coup, le tournage se passait très, 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 très mal pour lui. Et il explique que finalement, dans un sens, c'est peut-être aussi ça qui l'a maintenu à faire des films d'animation. Dire dans le sens où on pouvait tomber amoureux de son personnage, mais elle le rejetterait certainement pas. Et donc d'aller tourner en Pologne, il y a tous les agréments techniques et autres, mais aussi cette idée qu'il y avait cette barrière. Il se dit, alors, chose étrange, c'est qu'il était déterminé de faire jouer le rôle principal de Ash par un homme. Et à la dernière seconde, il s'est dit, ça sera une femme. Comme quoi, on retourne toujours dans ses travers. Hein. La pulsion de mort freudienne fait qu'on fait toujours la même bêtise. Mais il s'est dit, parce que justement, il y aura cette barrière de la langue, je ne pourrais pas lui dire ce que je pense. Ou en tout cas, je ne comprendrais pas qu'elle me rejette. Et donc, mais c'est ce qu'il faisait, mais c'est ce que j'avais dit en amorce, c'est que donc il va se comporter avec elle comme avec un personnage d'animation, puisqu'il va expliquer à son traducteur ce qu'elle devra faire. Et il disait que en fait, il s'est comporté avec elle qu'avec un personnage, dans le sens où il refusait de la voir en dehors des tournages, et qu'elle était toujours maquillée avec... il est coiffée de cette perruque brune alors qu'elle est blonde, et qu'il ne voulait la voir que comme Ash, et que ce ne serait que ça, quoi.
Finalement, on peut comprendre, je pense, à demi-mot, qui mettait en avant le monde de ses fantasmes, parce qu'il a quand même dit aussi qu'elle représentait exactement tout ce qu'il recherchait chez une femme, physiquement parlant en tout cas. Donc, et tout ce qu'il ne trouvait pas physiquement en elle, dans ses fantasmes, il lui a rajouté justement par la retouche numérique de son visage après coup. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est donc cette idée que il a choisi cette femme oui, il était amoureux, ça se sentait, oui, effectivement. mais cette idée de pouvoir jouer avec elle de façon un peu fétichiste sans doute, mais sans avoir à être rejeté. Mais c'est vrai aussi que ce personnage éclot à travers le film, quoi. On sent vraiment qu'il y a une beauté qui est peut-être là, effectivement, mais qui naît petit à petit, une beauté physique. Et c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que finalement, nous, on est dans les ténèbres pendant 1h20, 1h30, et pendant 10 minutes, on nous donne enfin quelque chose qui est de l'ordre de la beauté ou de la vie, et qui finalement nous redonne peut-être envie de vivre. Alors, en fait, Oshii fait ce film après une expérience qui raconte souvent d'ailleurs. Il racontait que donc c'était au moment où il était encore, en fait il a attendu 15 ans pour faire le film, avant d'avoir les financements pour faire le film. En même temps, il n'y avait pas les moyens techniques pour les faire tel qu'il le voulait, s'il y avait pu à l'époque. Et c'est une époque où il était au chômage et il est resté 3 ans à ne jouer qu'aux jeux vidéo. Alors il raconte que voilà, c'était ça, et qu'il est né en lui une frustration de pas être payé pour jouer aux jeux vidéo. Donc il racontait cette histoire que il y a des pros qui jouent à des jeux vidéo, mais finalement, c'est aussi cette expérience d'avoir vécu entre deux mondes, d'être dans une ultra-réalité en jouant dans les jeux, mais en même temps d'être hors du monde. Et donc, le film, finalement, ne fait qu'exprimer son côté, en fait, d'un personnage qui navigue entre deux réalités, quoi. Mais qui finalement devrait aller vers la vie, quoi. Je pense que c'est plutôt ça. C'est un film qui s'adresse peut-être aussi aux Japonais, tous les otaku, tout ça, qui restent enfermés, et leur dit voilà, c'est leur rappeler la beauté des choses, quoi, la beauté de la vie. Mais là, pour le coup, l'image finale, l'absence d'image finale peut-être n'est pas explicite, mais je pense que le film ne dit pas les choses, il nous fait sentir, je pense, et je pense que c'est peut-être ça qui fera de ce film un film qui restera plus que c'est un film qui ne serait que narratif et qui nous dirait la vie c'est bien, le jeu c'est mal, ce qui serait absurde pour le coup. J'ai l'impression qu'il laisse le choix justement, parce qu'il y a une phrase que dit Murphy à un moment donné, la réalité c'est celle qu'on ressent, en fait, oui, c'est ça. Et finalement, ça dépend de chacun. Oui. Et en plus, on peut comprendre aussi que Murphy, peut-être, a des doutes sur ce que c'est que la réalité, mais j'ai l'impression que c'est un suicide, évidemment, de la part de Murphy, et qui peut-être a trouvé la réalité qui était... qui convenait le mieux, quoi. Il voulait y rester, quoi, tout simplement. Mais en même temps, là encore, on triche avec nous, parce que jusqu'à présent, on a vu que dès que quelqu'un était tué, sauf Stoner, mais il disparaissait aussitôt. Et Stoner, c'était l'acolyte d'avant. Et là, on le voit saigner, on se dit, tiens, voilà, on est vraiment dans la vie, mais en même temps, à la fin, je dirais que c'est presque là où il triche complètement. Il n'est pas honnête avec nous. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, le film, justement, il traite de la perception du réel tout du long. En fait, même la classe s'appelle réel. Et cette phrase de Murphy où il dit que la réalité, c'est ce qu'on sent réel, en fait, sur la forme aussi, c'est la même chose. En fait, ce qui paraît réel ou irréel au spectateur du film, c'est pas ce qui paraît réel ou irréel au personnage principal du film. Donc en fait, quand on est censé être dans la réalité au début, nous on le perçoit comme quelque chose d'irréel parce que elle le perçoit comme quelque chose d'irréel. Notamment le fait que personne n'interagit comme dans un jeu vidéo, que sa routine se répète comme quand on recommence un niveau, et qu'en fait, plus elle est profondément dans le jeu, plus elle se sent aussi chez elle et dans ce qui la motive, là où elle réalise des choses et ce qui paraît réel. Et du coup, la forme suit non pas la réalité comme un spectateur, quelqu'un d'extérieur pourrait le voir, mais comme le personnage le ressent lui-même, en fait. Et l'indice d'avoir le chien sur l'affiche, ça veut juste nous rappeler à nous que ce petit élément absurde, c'est un élément elle met dans ce monde, en fait. Et que ça reste l'irréalité. Mais il fait exprès, effectivement, de jouer parce que c'est la confusion du personnage principal, j'ai l'impression.
Et oui, non, mais non, vous avez raison. Mais il y a même le plan où elle est face à la Colin Morris. Enfin, je sais pas si c'est une Colin Morris polonaise, mais bon, une bonne et avec le chien, et le chien qui est derrière elle dans la voiture, et elle qui voit plus la représentation de la réalité que la réalité elle-même, en fait. C'est ça qui nous dit bien aussi qu'on n'est peut-être pas complètement dans la réalité, elle était encore dans une représentation, enfin, elle ne voit que l'avatar de la réalité, et elle va apprendre petit à petit à voir les choses, quoi. Mais oui, moi je pense que le film est finalement assez logique, mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que le film n'est pas manipulateur du spectateur. Enfin, c'est pas, on nous bouleverse pas dans tous les sens pour nous, on joue avec nous, quoi, peut-être simplement, mais pas plus que ça. Et après, moi, j'étais curieux de savoir ce que vous pensiez donc de cette fameuse, ces procédés visuels, entre autres, vous savez, avec les personnages qui sont en 2D, c'est-à-dire, vous savez, comme des photos. Enfin, on s'en rend pas compte au début, mais c'est quand on tourne autour. Et c'est vrai que dès le début, en fait, finalement, le film, si vous vous souvenez, donc on a une espèce de pseudo-écran vidéo, enfin, d'ordinateur orange. Alors, on comprend bien qu'ils ont fait orange et pas vert pour pas lorgner du côté de Matrix. Matrix, c'était 2 ans plus tôt. Hein. Et alors, enfin, juste là-dessus aussi, Aoshi disait qu'il voulait surtout pas faire un film hollywoodien. Pour lui, sa démarche de départ, c'est de faire un anti-film hollywoodien et donc un anti-Matrix. Hein, et il disait, pour le citer texto, il disait je voulais pas faire un film lénifiant comme Matrix, qui n'avait pas pu aller très loin, justement pour des raisons économiques. Hein. Mais on sort donc de l'écran, de la matrice, peu importe. Et vous savez, on a un plan aérien sur des tourelles de tanks. On a cette impression de voir le monde en 3D, dans le sens avec une profondeur de champ. On voit la continuité des canons, tout ça. Et tout d'un coup, il y a les explosions. Et tout d'un coup, le choc, je crois, et c'est là encore, le film joue sur des chocs visuels et sensoriels de la part du spectateur. C'est qu'on a ces flammes qui s'arrêtent comme ça, qui se figent. Et après, quand la caméra panote sur le côté, on ne voit qu'elles ne sont qu'une feuille, quoi. Et moi, je trouve que visuellement parlant, ça dit beaucoup. Ça nous dit bien que les apparences sont trompeuses, et que l'hyperréalisme est tout à fait concomitant avec la chose la plus irréelle possible. Et d'ailleurs, l'apparition après juste de Ash qui avance. Mais vraiment, moi je pense que le choc esthétique, ça compte, en art, quoi, genre en peinture, en cinéma, peu importe, quoi. Et déjà dès le début, nous faire passer de la réalité ou l'hyper-réalité à l'absence de réalité, et après de toujours nous laisser dans l'expectative et dans le doute. Finalement, ça nous prépare au film, et en même temps, le problème, c'est qu'on est fasciné aussi par la beauté. Enfin, je sais pas. Peut-être que vous n'étiez pas fasciné. Remarquez. Oui, je crois que le film tient beaucoup à l'actrice, par sa beauté. J'allais dire, on tient le coup par ça, parce que quelquefois on perd un peu le fil. Enfin, voilà, je voulais dire ça. C'est de sa beauté, tout simplement. Et de l'histoire, évidemment. Ah non, mais ça compte beaucoup, je trouve. Voilà. Alors, ça n'a aucun rapport. Alors, moi, c'était la première fois que je voyais le film. Je me trompe peut-être complètement. Mais pour moi, il y a quelque chose, en fait, qui tient complètement en dehors du principe de jeu vidéo. Qu'avant, c'était la guerre, et que ce qui est censé, au départ, être réel, en fait, c'est l'après-guerre. Et qu'elle va, à la fin, faire son deuil même si c'était censé être un compagnon. Enfin, on sent que c'était plus que ça, en réalité. Et qu'en fait c'était ça que ça racontait vraiment de la façon la plus basique possible. Après, bien évidemment, c'est entremêlé, mais pour moi il y a vraiment quelque chose. Voilà, les gens ils sont immobiles, etc. parce que ils sont traumatisés, en fait, par ce qui s'est passé avant, et elle mange à peine, etc. Et elle donne pour son chien. Il y a quelque chose aussi dans la pauvreté. On voit souvent les gens qui donnent plus aux autres que pour eux, parce que ils ont mal, etc. Et c'est un moyen de... Je sais pas comment exprimer, mais voilà, alors je suis peut-être complètement à côté, mais
le film pour la première fois. Il y en a qui l'ont déjà vu plusieurs fois. C'est pour ça que j'ai été attiré ce soir par Fred. Mais moi, j'ai songé étrangement dans le côté rétrograde, le côté de l'Est, le choix de la Pologne, j'avais l'impression, ou autres, les pays de l'Est, j'avais l'impression d'être en Tchécoslovaquie, à l'époque justement des guérillas urbaines avec les chars en pleine ville, avec la même esthétique architecturale, et même la manière dont les gens se géraient avec les mouvements de foule. Et on a l'impression d'être toujours en occupation, effectivement, en temps de guerre, mais pas actuellement, mais dans les années 50 ou 60. C'est vrai que cette ambiance, on la retrouve dans les pays de l'Est même maintenant. Quand on va en Pologne, j'ai eu l'occasion d'y aller quelques fois, c'est vrai qu'il y a encore des décors, il y a des tramways, il y a des décors qui nous rapportent plus dans le passé que dans le présent que nous on connaît actuellement au niveau de la vie urbaine. Et moi j'ai eu le même réflexe. Je me sentais d'abord, alors je ne sais pas si c'est une espèce d'observation politique entre guillemets de la part du réalisateur qui est japonais et qui n'est absolument pas confronté à ce genre d'univers dans lequel il gravite. On dirait que c'est un choix de base, une couleur choisie justement, parce qu'en fait les jeux vidéo, même en 2001, ça ne correspond pas tout à fait à ce genre de guérilla urbaine rétrograde, en noir et blanc, où il y a les chars qui sont dans la ville ou un peu dans la campagne, avec un hélicoptère. C'est du passé en général. Il n'y a qu'à se reporter à Tron ou d'autres, où il y a vraiment des trucs qui sont complètement flashy, délirants, et là on n'y est pas du tout. Après le choix des couleurs, tous les réalisateurs, après l'étalonnage et tout ça, choisissent la couleur de leur film, et en choisissent la définition et la finesse. C'est un choix de réalisateur aussi, de gommer un peu et de faire des couleurs. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti aussi. D'effacer, de gommer, d'atténuer la vie, en fait. Je pense toujours dans cette idée d'arriver à faire naître le regard et d'amener le spectateur à la vie. Mais alors, pour reprendre ce que vous disiez, en fait, il se trouve que dans les éditions japonaises du film, il y a un making-of de 4 heures à Valonne. Bon, j'ai tout regardé, tout n'était pas pertinent, mais bon, peu importe. Et j'ai quand même regardé pour m'informer. Et alors, on voit Oshii qui pour avoir vu beaucoup de making-of et de réalisateurs mettre en scène, j'ai jamais vu un réalisateur aussi peu mettre en scène. Dans le sens où il était là, il parlait. Alors déjà, il parlait quasiment traducteur. Et le chef-op faisait tout. Et en fait, on sentait bien que Oshii disait, de toute façon, il disait à un de ses amis, deux amis en fait, de toute façon, on va refaire ça après. J'aime pas comment elle joue l'actrice. Et d'ailleurs, je pense que quelque part, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les acteurs jouent pas très bien, quoi. Il y a un côté un peu statique. Et en fait, ce sont des acteurs de soap opéra, il faut savoir, en Pologne. Mais je pense que cette idée que il surjoue, on va dire plutôt d'ailleurs qu'il joue mal. Finalement, on joue bien, nous mène bien dans cette idée d'une réalité qui n'est pas réaliste, en fait. Mais pour revenir à ce que vous disiez. Et donc dans ce où Oshii dit rien, raconte rien. Alors il dit quand j'ai vu les tanks arriver, j'ai pleuré tellement j'étais pris d'émotion. Et la seule chose, il dit quelque chose de profond sur les 4 heures de making of, c'est quand il raconte que effectivement ça lui rappelait les images des tanks à Budapest, en Hongrie. Donc et que pour lui c'était ça en fait. Et finalement donc et pourquoi il parle de ça, c'est que aussi, et je l'avais évoqué en disant qu'il voulait révolutionner l'esthétique, mais c'est à la base un révolutionnaire, Oshii. En fait, donc il est né en 51, et à l'âge de 15 ans, il veut être un révolutionnaire, mais contre l'État japonais. Et il organise des complots avec certains amis d'extrême gauche dans le pays, et ils veulent vraiment faire sauter le ministère de la Culture japonais. Ils sont même arrêtés par la police. Son père l'exile hors de la maison dans une sorte de pas de couvent, mais de trucs comme ça, hors du monde, parce que voilà. Et pendant toute sa vie, il racontait qu'il était hors du monde. Il voulait tout, et il voulait vraiment renverser l'État. Et donc, j'imagine très bien qu'il a dû voir ces images à la télé et revoir justement des tanks. Et finalement, c'est son idée de vouloir réimporter
essaie de réveiller ces démons du passé, peut-être aussi pour rappeler son envie de révolution et d'aller contre l'oppression. Pour lui, hein, c'est quelqu'un qui est anti-police au dernier degré, et entre autres même dans les dessins animés qu'il fait, hein, je ne sais pas si certains l'ont vu, enfin les ont vus, il en a fait plusieurs, c'est dans la série des Pat Labor, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, non, ça passe de temps en temps à la télé, hein. Et c'est des grands robots policiers, mais qui sont néofascistes dans un sens, mais qui sont tout beaux, tout propres, pour donner cette impression de l'État, le pouvoir, c'est bien, mais en fait, il instille l'idée d'un pouvoir négatif aux enfants. Enfin, c'est en ça qu'il est révolutionnaire. Avec cette idée, il met le verre dans la pomme et après il laisse faire la chose. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il nous ramène à la révolution, à ces événements historiques dans des films qui se veulent grand public quand même et qui veulent aller vers le grand public avec des millions de dollars, tout ça. Donc c'est aussi ce paradoxe qui est intéressant chez ce personnage qui finalement est ultra élitiste en étant en même temps dans un système qui en plus c'est quand même un cinéaste connu, enfin vraiment très très connu. Enfin, j'étais un peu étonné que vous n'ayez pas plus vu que ça The Ghost in the Shell, mais bon, qui est quand même un film majeur et qui a gagné des millions et des millions de dollars à travers le monde. Mais voilà, je sais pas, alors, mais est-ce qu'il y a d'autres dimensions du film qui vous ont marqué ou pas Les images sont magnifiques. On a presque l'impression de tableau, ou de bande dessinée. Il y a des spécialistes. Là. Ouais, par moment, parce que ça a un côté un peu figé parfois les images. Puis le début du film où on rentre. Alors moi, je ne joue pas du tout aux jeux vidéo, où on rentre dans le jeu avec les tanks. Justement, j'ai trouvé que c'était magnifique. Bon, après tout le reste aussi. Alors justement, là, mais est-ce qu'on peut faire des degrés dans la... Vous voulez parler ? Ah non, parlez. Et quand il y a... Oui. Et oui, est-ce qu'on peut faire des degrés dans la beauté ? Voilà, c'est ça que c'est une question que je me suis souvent posée en voyant ou revoyant le film. C'est quel est le plus beau dans le film ? Effectivement, il y a ce côté sale, sans vie du début, mais effectivement, qu'il y a une beauté qui apparaît petit à petit en fait. Et c'est là où en fait finalement le film est peut-être pas aussi évident que ça. Je disais tout à l'heure qu'il finalement il y avait la violence des couleurs primaires à la fin, du mouvement, des mouvements de caméra, mais aussi des choses qui bougent, de la vie, enfin d'avoir des. On voit d'ailleurs, c'est la seule fois du film, on voit des gens qui regardent dans la caméra, enfin qui jettent des regards caméra. On se dit tiens, ils ont reconnu quelqu'un. Enfin, il y a vraiment cette idée de la vie, mais on sent qu'il y a la vie, mais finalement il y a un peu moins de beauté, ça c'est clair. Et tout l'orchestre avec les mouvements très fluides comme ça, bon, finalement est-ce que c'est si beau que ça ? Est-ce que finalement il n'y a pas un côté un peu totalitaire ? Alors daté, c'est-à-dire de quelle époque ? Hein ? Ah oui, moi je serais allé encore plus loin en fait en arrière. Ouais. Mais vraiment, il y a ce côté un peu massif. J'imagine évidemment tout le côté néo-communiste, la dénonciation du système. Mais finalement, est-ce que derrière l'apparente beauté de la fin des couleurs, finalement, il n'y a pas une vulgarité aussi des choses ? Et donc finalement, rétroactivement, on se dit tiens, finalement, les images d'avant étaient peut-être plus belle qu'on ne croyait. Enfin, ce film vraiment nous partage en fait entre. Mais c'est vrai que dans ce film, il n'y a pas une image qui est laide. Enfin, dans le sens où elle est anodine. Elles ont toutes été travaillées, quoi. Et il y a cette idée aussi donc de réveiller le regard du spectateur. Enfin, par la. Aussi où elle est chez elle justement avec son chien où elle lui donne à manger, elle revient un peu dans la vie. C'est filmé très à ras du sol. Je sais pas si je peux me permettre de comparer à Délicatessen ou pas l'histoire, mais cette manière de faire comme ça des images. Et moi j'ai trouvé ça magnifique tous ces passages chez elle. Alors,
Et pour le coup, alors, vous faites bien d'évoquer les choses. C'est vrai qu'on a, je ne vais pas dire qu'on a le point de vue du chien, mais on a quand même aussi cette idée que son petit appartement, son petit studio, finalement, est un univers. Enfin, il y a un côté cocon, quoi. Et donc cette idée que la vie est là et que la prend malgré tout, quoi. Mais en même temps, il y a plein d'indices, je ne sais pas si vous les avez remarqués, qui nous disent qu'on n'est pas dans la réalité, bien qu'on puisse nous faire croire qu'on n'est pas dans la réalité. Par exemple, alors bon, il y a le livre aux pages vierges. Bon, ça, c'est tellement gros qu'on ne peut pas le voir, mais par exemple, il y a des moments où les claviers n'ont pas d'inscription sur les touches. Alors, moi, c'est ce qui me laisse un peu dubitatif, en fait. C'est tous ces moments un peu qui veulent nous dire on n'est plus dans la réalité. Ces moments où, finalement, on met en avant un scénario qui est censé nous mener quelque part, quoi. Moi, je crois que c'était peut-être les moments où c'était peut-être le plus... Enfin, quand c'est explicite, finalement, c'est un peu décevant, quoi, par rapport à la finesse qui avait peut-être précédé avant, quand même. Et je voulais citer encore une fois le réalisateur. Alors, attendez. Alors, voilà ce qu'il dit. En fait, toujours dans ses ambitions. Je voulais réaliser depuis longtemps un film où je pourrais tout contrôler. Dans Avalon, je contrôlais tout. Je pouvais changer et contrôler les visages des acteurs. Personne ne pourra dire « l'actrice joue mal ». C'est moi qui contrôlais tout à ma guise. Cette façon de procéder est vraiment différente des autres films. Ce sont des vrais personnages, mais maniés comme des animations. Tout était possible. La seule chose qui importe maintenant, c'est comment le réalisateur peut imaginer le film. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette idée que c'est une tentative de faire une sorte de cinéma ultime, quoi, en fait. Alors, c'est pas... on peut penser que c'est peut-être un peu raté par moment, mais vraiment, il y a cette volonté de... Et alors, là où ça va plus loin, et là, c'est peut-être un peu... ça peut être étonnant. Alors, lorsque nous avons commencé à tourner le film, j'ai expliqué à l'actrice principale que ce que je voulais avant tout, c'était de la matière. Vraiment, c'était du visage, de la peau, des choses comme ça. Qu'après avoir tourné le film, nous ferions beaucoup de retouches d'images pour enfin faire le film. Alors, d'ailleurs, après ça continue, mais ça me rappelle qu'il y a quelque chose que je voulais dire justement pour le pourquoi la Pologne. Vous posiez la question encore. C'est que Oshii aurait pu faire le film aux États-Unis, vu les succès de Ghost in the Shell. Mais sauf qu'aux États-Unis, vous savez qu'il y a un système de syndicats d'acteurs qui sont très très puissants et vous ne pouvez pas changer les images des acteurs comme ça. Enfin, ils ont des contrats qui font que... Et donc, lui, il a réussi aussi d'aller dans un pays pauvre, on va dire, à ce niveau-là, pour pouvoir imposer le contrat qu'il voulait. C'est-à-dire, il a fait signer aux acteurs qui pourront tout changer, la voix comme l'apparence. Alors, donc, je continue la citation. En fait, j'ai pris une vraie actrice et ce dont je n'avais pas besoin, je l'effaçais. Je ne gardais que ce qui était important. Ainsi, je pouvais obtenir des photos que je désirais. Et en fait, c'est là où il en revient à la jetée. En fait, pour lui, le film, c'était quelques plans, quelques images fortes qu'il va animer. D'ailleurs, ça se voit pas peut-être comme ça, mais il y a beaucoup d'images en morphing. C'est-à-dire que, par exemple, l'image finale, vous savez, quand on est à la jeune, le Ghost, en fait, c'est 2 images. Ouais. Parce qu'en fait, alors, on voit, c'est le mouvement de début, le mouvement de fin en fait, où elle devient assez terrifiante à la fin quand même, un vrai fantôme pour le coup. Et en fait, je crois que c'est cette idée de prendre des images qu'on anime, ça s'appelle du dessin animé, hein, enfin de l'animation quoi. Et alors, je continue. Nous avons créé un monde complexe. C'est pourquoi nous voulions une histoire simple. Comme quoi, l'histoire est peut-être pas très importante. Je voulais plus faire passer un message qu'une histoire. Un peu comme dans le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Je me suis inspiré de son film. Voilà. Bon, là, pour le coup, on se dit, tiens... en fait, j'ai l'impression que, vous savez qu'à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace, je sais pas si tout le monde l'a vu, vous savez qu'il y a cette entrée dans la porte des étoiles à la fin. On a donc le pod avec le héros qui traverse, qui est une porte qui s'ouvre sur une autre dimension, sur les dimensions intérieures, peu importe. Et moi, j'imagine que quand
elle est face au Ghost à la fin, c'est un peu cette idée que c'est une nouvelle entrée quoi, vers un autre monde, un monde intérieur, la réalité, peu importe. Et il y a cette idée que c'est... mais en même temps, il ne nous montre pas le voyage à travers la porte des étoiles finale de Kubrick, et c'est au spectateur de le faire. Mais cette idée qu'il y a cette idée d'une couleur, ça rayonne de couleur comme rayonnait de couleur la fin de... mais en même temps, si vous vous souvenez de la fin de 2001 l'Odyssée de l'espace, on a la tête d'un fœtus astral. Et est-ce que c'est le visage de cette jeune fille? Bon, peu importe, mais... Le visage a un côté fœtus, justement, sur ce personnage. Mais avec cette idée que, bon, voilà, c'est comme Kubrick, hein, Kubrick veut nous amener dans une expérience, ce qu'il appelait une expérience non verbale. C'est vrai que ça parle pas beaucoup non plus dans Avalon, et que c'est un voyage intérieur, quoi. Vraiment, il y a une quête philosophique hein, dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Là, on comprend bien aussi que finalement, oui, hein, puisqu'il le dit par le fait de la comparaison, et que finalement, on se cherche, quoi, on se trouve. Mais c'est ce que dit un des personnages, Bishop, quand il arrive, quand il dit comment tu m'as trouvé, quand on cherche, je trouve, quand on cherche, on trouve. Et c'est ça, je pense, la morale que veut peut-être nous inculquer Oshii, quoi. Quand on cherche un sens au film, on le trouve. Et nous-mêmes, finalement, c'est cette idée qu'on existe grâce au film, quoi. Au début, on est face à des images, 2 dimensions, arrêtées, sans couleur. À la fin, on est dans les caméras qui bougent, des couleurs. Mais finalement, où est la vie? Où est-ce qu'on vit le plus, hein, finalement? Ça, après... Je trouve et je cherche après. Oui. Je trouve et je cherche après. Là, on est obligé, oui. Pour... mais voilà, mais en même temps, est-ce qu'il y a des gens qui sont toujours perplexes face à ce film, qui ne voient pas... non enfin, Oui. Oui. Alors c'est le compositeur attitré de Oshii depuis au moins 15 ans, qui s'appelle Kenji Kawai, et donc qui travaille essentiellement au synthétiseur. C'est pour ça que dans le film, d'ailleurs, si vous avez fait attention, il y a 2 types de musique, hein. La musique synthétique et la musique philharmonique Ah non, ils sont vraiment allés au... alors, je me rends pas compte, mais... ouais. Mais non, c'est les vraies voix. Hein. Par contre, ils sont vraiment allés en Pologne voir l'orchestre philharmonique de Varsovie, je pense, et pour enregistrer la composition. Mais le compositeur attitré qui a écrit pour synthé, et après il a donné un arrangeur qui a fait pour tout ce monde. Mais cette idée aussi d'être partagée entre musique synthétique et philharmonique nous partage entre une musique artificielle, hein, par la force des choses, et une musique, enfin pas concrète, ce ne sera pas le terme, mais voilà. Ah bah ils l'ont sorti d'ailleurs, le disque. Vous pouvez l'acheter. Mais et voilà, non, mais vraiment cette idée que finalement c'est peut-être aussi cette vie rêvée du jeu, elle est aussi, elle est intégrante, elle fait partie intégrante de la vie concrète de la fin. Moi, je pense que c'est certainement vers ça que nous mène le spectateur, mais c'est en même temps ce que nous disaient d'autres films comme Matrix ou Existence que vous avez peut-être vu avec nous ici. Hein. Alors justement, là, vous parliez de la scène très léonienne, donc quand il avale les saucisses, tout ça, je pense que je n'arrive pas à ne pas imaginer que c'est une référence à Existence ou un hommage à Existence. Ce n'est quand il fabrique, il mange ce batracien étrange. Après, il fabrique un pistolet dans un resto chinois. Sonner avec des gélatines dans tous les sens. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de ça, mais en même temps, il y a cette idée que j'ai l'impression, vous parlez de Léon, mais c'est vrai que ça a été une fois la Révolution, quoi. C'est quand on voit les bourgeois au début qui mangent en gros plan la bouche, et il y a cette idée qu'on a H qui est confronté
à l'horreur de la vie, quoi. Enfin, tout ce qu'elle rejette, quoi. Enfin, mais en même temps, c'est cette saleté qui est le propre de la vie, quoi. Enfin, dans les jeux, tout est beau, on mange pas salement, tout ça. Et là, tout d'un coup, il y a le choc de la vie. Enfin, c'est vrai qu'on voit les saucisses qui sont rouges. Mais ouais, un choc brutal contre la réalité concrète, ouais, effectivement. Oui, bien sûr, ouais. Non, mais qui en même temps, finalement, est peut-être rappelé à cette idée qu'elle ne vit peut-être pas dans un monde, le mot réel, aussi réel que ça, ou en tout cas, ou qui peut-être peut évoquer son manque d'envie d'être dans la réalité. Enfin, évidemment, on parlait d'obscénité, c'est vrai qu'il y a cette idée que peut-être qu'elle se refuge dans la réalité, parce que, la virtualité, pardon, parce qu'elle est plus confortable pour elle. Enfin, elle n'est pas très amoureuse de l'homme du film. Non. Non. Non, c'est pas du tout un film sensuel à ce niveau-là, en tout cas, d'ailleurs. Ouais, ça. Mais justement, c'est pour ça que le moment final de duel amoureux, après, je sais pas, non, mais c'est vrai, il y a quelque chose d'assez... même quand elle rentre dans la pièce, dans le salon, et qu'on voit Murphy qui est loin, qui le regarde comme ça, on a l'impression c'est plus une scène de drague qu'autre chose, quoi. Mais ouais. Et je me demandais aussi quelles étaient les autres scènes qui vous ont peut-être marqué dans le film, plus que d'autres. Parce que c'est vrai que finalement, on se dit qu'il y a beaucoup de répétitions dans le film, mais en même temps, il y a plein de choses qu'on oublie, quoi. Alors, oui. Toute la scène où elle rentre chez elle, où justement on voit ces personnages dans le tram immobile. Il y a cette scène-là, mais moi, il y a juste une image en particulier qui me reste dans la tête. C'est quand elle rentre chez elle, en fait, il y a une fenêtre juste au-dessus de chez elle où on voit un personnage immobile de profil, en fait. Et c'est une image qui s'imprime plutôt bien, quoi. Ah ouais. Alors, dans le même sens, il y avait une image... Une image qui fait quoi la vôtre et qui est juste un peu avant, c'est quand on voit le tramway qui passe au premier plan et avec la maison avec allumée et le ciel qui est derrière. Et ce que je trouvais très fort dans cette scène, parce qu'on la voit plusieurs fois, et c'est exactement toujours la même, et en plus le tramway est important dans cette idée où c'est le mouvement et en même temps l'absence de mouvement, parce que quand on est dedans on bouge pas, mais en même temps on bouge, et c'est qu'on est la nuit en plein jour, c'est ce qu'il y a souvent dans le film. C'est un ciel de plein jour. Ils sont même allés le photographier aux tropiques, on va dire. Et ça sert de voir le making-of. Hein. Alors que c'est un immeuble polonais. Hein. Et vous savez, il y a des lumières de la nuit, quoi. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est finalement le film nous dit bien que la nuit et le jour sont dans le même plan. Il y a la réalité et l'irréalité qui sont dans le même temps, deux temporalités, deux espaces. Et c'est ça qui est très fort. Souvent dans le film, il y a cette idée qu'on voit le net et le flou, un personnage qui est là sans être là, des figurants, on va dire, qui sont figés, mais en même temps qui sont là. Oui. Là, justement, dans cette scène, vous savez, avec l'escalier qui monte comme ça, c'est là. Hein. D'ailleurs, avec la caméra qui bouge comme ça, alors, je ne suis pas fanatique de jeu, mais je me demandais si ça faisait pas un peu référence à certains jeux, genre Donkey Kong, tout ça, enfin les mouvements, non. Enfin, c'est pas du tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les personnages sont figés. Il n'y a que le chien qui bouge. Il y a quelqu'un qui est un berger allemand. Et il n'y a que le chien qui bouge. Toujours cette idée que l'animalité, quoi, la vie comme ça, qui arrive primaire. Ouais. Ouais, il n'y a pas longtemps, on a vu Kairo. Et moi, du coup, j'avais pas vu Kairo, mais maintenant que je l'ai vu, j'ai pu remarquer qu'effectivement, les personnages qui peuplent le monde du début sont tout aussi réactifs ou attentifs à la présence des autres personnes qui les entourent que dans Kairo, en fait. Ce côté tourné vers le virtuel et pas vers la réalité. Et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, quand vous parliez de est-ce qu'il y a des images plus belles que d'autres, en fait, on peut voir que toute la partie qui nous semble être, nous, jeux vidéo, est une partie très esthétisée, où tout est aussi réduit à son minimum, en fait. C'est-à-dire que dans chaque plan, on va enlever ce qui n'est pas nécessaire. Dans chaque pièce, il n'y a que l'objet, ou dans chaque plan, il n'y a que l'objet qui nous intéresse. Et dès qu'on passe à la réalité, il n'y a plus ce filtre-là. Bon, il y a quand même le cadrage et la couleur, mais on voit qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de détails, et qu'il n'y a pas ce focus et cette esthétisation, même de plan. Cette espèce de flou derrière. Et du coup, c'est aussi ça qui parle aussi de la réalité ou de la perception de la réalité du personnage. C'est qu'en fait, quand elle est dans le monde virtuel, il n'y a que ce qui l'intéresse. Et tout le reste, c'est absent. Et même, du coup, le rapport social aussi est complètement absent, en fait.
Mais en même temps, ce qui manque, c'est son point de vue, enfin un point de vue. Enfin, j'ai vraiment regardé avec attention. On n'a jamais un point de vue subjectif de la part de cette femme. Il n'existe qu'à la fin, enfin vraiment que dans les 10 dernières minutes. Et ce qui pourrait être un indice, mais c'est le jeu avec le spectateur. On est dans la réalité ou pas, mais à la fin, justement, on nous dit bien que c'est pas la réalité, mais en même temps, voilà, c'est. Pardon, justement, en parlant de point de vue, moi je pense que la scène justement où elle regarde Stoner manger, et c'est justement ce passage-là que je trouve où on voit justement son point de vue, son dégoût, et c'est très personnel. Enfin, et même, je trouve il y a quelque chose d'absurde. C'est là où on voit que c'est son point de vue à elle, et que même c'est elle qui modifie la réalité. Au début, il a des couverts, et il mange avec ses couverts, et à partir du moment où elle le regarde, ça devient sale. De la même façon, oui, mais en même temps, alors, vous avez raison dans le sens où c'est peut-être le premier point de vue subjectif, mais en même temps, la question c'est est-ce que Stoner existe, est-ce qu'il est là, quoi. J'ai l'impression que jamais elle le regarde dans les yeux. Enfin, j'ai l'impression c'est un personnage. Enfin, c'est toujours dans ce que je disais, c'est peu importe ce que raconte le film, c'est un personnage qui découvre d'autres réalités, pas une autre réalité, d'autres réalités. Il y a plutôt cette idée de, voilà, c'est un choc visuel, enfin, c'est une peinture qui arrive comme ça, qui lui arrive au regard, quoi. Mais si vous faites attention, jamais ils se regardent. D'ailleurs, quand ils se croisent sur les escaliers, c'est plutôt lui qui dirige le regard, mais elle regarde toujours ailleurs, elle écoute, on a l'impression qu'elle n'écoute pas. Enfin, mais effectivement, c'est elle face à une sorte de soleil levant, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose de couleur, enfin de couleur de soleil levant, mais pas vraiment dans l'interaction. Enfin, ils se disent rien. Enfin, vraiment, c'est lui qui parle. Elle dit quelque chose, on la voit toute seule dans le cadre. Il n'y a pas d'interaction deux dans le même cadre, en train de parler ou de se répondre à une question. Enfin, mais effectivement, mais en même temps, vous voyez, on en parle, c'est-à-dire que c'est une image qui reste. Enfin, il y a des images comme ça qui marquent. Et j'ai l'impression que c'est quand même un peu, alors, je sais pas, je suis pas du tout pétri de culture japonaise, mais il y a un cinéaste qu'on a un peu oublié, Takeshi Kitano. Anabi par exemple, et qui disait que pour lui un film parfait, ce devrait être 10 photos. Enfin, dans le sens où pour dire qu'un film est réussi, on prendrait 10 photogrammes au hasard dans son film, il le considérait comme réussi. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui apparaît souvent dans les films japonais. Alors je ne sais pas d'où ni pourquoi, mais il y a comme ça cette idée on peut piocher comme ça dans le film. Il y a vraiment une hyper esthétisation de ce film. Mais pourquoi ? C'est une question que j'ai bien envie de me poser. Pourquoi il y a toujours dans tout, justement, Kairo, tout ça, même si c'est une esthétique assez plate, finalement, c'est recherché. Enfin, j'ai l'impression que c'est un des rares. Enfin, ce qui fait peut-être la fascination de cinéma et peut-être aussi cinéma coréen. Je mélange pas les deux, mais cinéma asiatique, asiatique, c'est un cinéma qui tente de redonner un poids aux images, en fait. Il y a un poids, qui combat toute image, on va dire fade, en fait. C'est ça qui en fait peut-être qui crée la fascination de ces films. Après, non, peut-être pas. Oui. Justement, les images du début sont plus intéressantes que celles des images en couleur. C'est une esthétique plus intéressante à regarder que la fin qui est un peu plus revenue quand même. Et je trouve que là, le film a beaucoup d'intérêt sur ce plan esthétique. Ouais, mais le personnage de Ash n'existe plus dans la version couleur, on va dire. Quand elle est dans le métro, elle est en face avec plein de monde, alors en face et en phase avec des gens, qui fait opposition évidemment au tramway où elle était toute seule, mais en même temps, c'est pas parce qu'elle est entourée de monde qu'elle est avec le monde. On voit bien que... Elle est encore paumée, elle est encore dans son monde à elle, mais le spectateur ne l'est plus, il revient dans une réalité qui échappe à cette femme, mais que nous, on ressent, en fait, que j'ai ressenti. C'est vrai. Alors qu'au début, on est un peu plus perturbé par le... disons que j'ai l'impression qu'au début, la plastique, la photographie du film, une sorte d'écrin pour le personnage. On la met en avant. C'est vrai qu'à la fin, je trouve qu'elle disparaît de l'image. Enfin, elle est plus mise en avant, effectivement. C'est en ça que c'est... Elle est un peu fondue dans le reste de l'humanité. Voilà. Oui, non, mais... Vous disiez que c'était pas un chef-d'œuvre, mais personnellement, moi, c'est un des films qui m'a le plus marqué. Ah ouais, depuis sa sortie Je l'ai vu, je sais pas, une
cette émotion. C'est pas, voilà, moi je trouve ce film extraordinaire qui est complètement en dehors de tout ce qui se fait. Ah non, mais quand je disais pas chef-d'œuvre, il n'y a pas, vous savez, les chefs-d'œuvre, c'est pas toujours les meilleurs films. Il n'y a pas ce côté classique du chef-d'œuvre qui fait que c'est. Mais en même temps, c'est voilà, on a choisi de le montrer parce que justement, c'est pas un film comme les autres. Le pire, c'est que c'est la première fois que je le voyais sur un grand écran. Au bout de 10 fois, ça fait super plaisir. J'étais vraiment. C'est incroyable. Non, mais moi je pense que c'est un film de. Enfin, voilà, c'est pas une œuvre dont on dirait, tiens, ça porte des choses très profondes qu'on lit facilement, quoi. C'est un film auquel on. Enfin, c'est une expérience visuelle, quoi. J'ai l'impression plus qu'un film même. Voilà. Émotionnel, par le coup, parce qu'elle crée des émotions, en fait. Mais la musique, voilà. Même les thèmes, toutes les questions qu'il peut poser sans y répondre, il laisse le spectateur en suspens tout le temps, il le transporte un peu à droite, un peu à gauche. Enfin, voilà, c'est d'une richesse. En même temps, il y a des moments de calme super intenses où il y a une tension et en même temps, on est présent et il ne se passe rien. C'est très très bien. Il y a une espèce de traversée du désert comme ça, et après ça repart. Non, mais on sent bien que c'est pour que le spectateur aussi puisse se chercher. Enfin, je dis vraiment, c'est pas une quête, c'est un voyage vers la quête, quoi. C'est au spectateur d'essayer de se trouver, quoi, dans le film, quoi, et plus de trouver un sens, quoi. C'est en ça que. Mais voilà, on pourrait faire un lien avec un Apocalypse Now dans un sens, même si c'est narratif, quoi. Enfin, même s'il n'y a pas une narration toujours très claire, mais je dirais où je ne le mettrais pas dans le chef-d'œuvre, c'est que finalement, je trouve que réellement, moi, le gros défaut, c'est peut-être les dialogues. Moi, je pense que finalement, ils sont peut-être en trop. Je ne suis pas sûr qu'ils disent toujours quelque chose de très fort, quoi. Enfin, il n'y a pas une dimension. Et après, c'est le jeu d'acteur. Honnêtement, même si je pense qu'ils ont été atténués exprès pour. En tout cas, on n'a pas fait surjouer les acteurs. Il n'y a pas eu d'interaction réalisateur-acteur, mais. Il me semble que c'est plutôt la plastique de la jeune femme, son regard mesmérisant, tout ça. Mais ça correspond bien aux jeux vidéo. Sans doute. Ça renvoie aux jeux vidéo avec une certaine simplicité. Moi, je trouve que c'est cohérent. D'ailleurs, il faut juste, ça me fait penser, quand le film est sorti en DVD aux États-Unis, parce qu'il y avait déjà un côté culte pour le film, les Américains ont fait rajouter une voix off à la narratrice. Et donc ça commence, j'avais lu ça sur internet, oui, je suis dans un jeu vidéo et j'en suis arrivé au niveau, je sais pas trop quoi, je me sens pas bien, des trucs comme ça, quoi. L'auteur a laissé le film. Vous savez, aux États-Unis, quand vous vendez un droit, vous le vendez, quoi. Voilà. Je crois que vous vouliez dire quelque chose de plus intéressant. Ouais, il y avait juste quand vous parliez des scènes qui nous ont peut-être marqué, quand on a parlé de nourriture, il y a justement un dialogue. Moi, je prends quelques petites phrases comme ça, et à un moment, il dit tu devrais te nourrir de temps en temps. Et j'ai l'impression que c'est plus une métaphore, en fait. Pareil quand il se nourrit, parce qu'on voit que ce personnage-là, finalement, elle n'a rien d'autre que le jeu, en fait. Elle ne se nourrit ni physiquement, ni mentalement. Elle n'a aucune passion, elle ne regarde même pas la télé, elle fait pas même quand elle loue les bouquins, on ne les voit pas les lire, en fait. Elle n'écrit pas. Et puis voilà, les bouquins sont blancs. Oui, voilà. Ouais. Elle vomit de l'eau, non? Non, c'est un peu plus consistant, mais oui, effectivement, il y a des process. Et du coup, c'est cette nourriture-là, je pense que ça amène aussi au réel, en fait. Cette nourriture mentale, en fait, c'est aussi ce qui nous raccroche au réel. Et cette absence justement d'activité dans la réalité fait qu'on comprend aussi l'obsession du personnage à vouloir aller au bout du niveau, parce que c'est sa réalité, c'est là qu'elle veut s'accomplir. Et je pense que tu devrais te nourrir de temps en temps, c'est quand même une phrase importante dans le film. D'ailleurs, justement, à ce moment-là, quand Bishop, parce que il montre le livre, et il dit tout n'est pas dans les ordinateurs, en désignant le livre en même temps. Avec quelque chose d'assez étonnant, quoi. Et cette idée, oui, que elle est peut-être toujours on est dans la matrice, on est dans l'ordinateur, et on n'est pas du tout dans la vie. Enfin, oui, effectivement, c'est un personnage qui en survit, quoi. Effectivement, ouais, c'est un personnage. Alors, on ferme la boutique. Alors, on vous rappelle simplement que d'ici 2 semaines, il y a Hulk. Dans Ang Lee. Alors, je vous dis bien, c'est pas le Hulk de Le Terrier qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment un film. Alors, c'est un film de 2003, si mes souvenirs sont bons. Et c'est vraiment un film hallucinant.
Alors c'est toujours un peu sur cette représentation du corps au cinéma. Alors c'est un film de comics américain, tout ce qu'on veut, mais pour moi c'est un des films les plus psychanalytiques que j'ai vu. Et c'est un film que Ang Lee avait envie de faire depuis des années. J'avais eu la chance d'interviewer Ang Lee pour Tirer Dragon. C'est quoi le film Tigre Dragon. Ouais, c'est ça, Tigre Dragon. Vous savez, le film avec deux sabres japonais. Non, ça avait Show Yun Fat. Et à ce moment-là, je disais, mais quel sera votre prochain film? Il me disait, ça fait 10 ans que j'ai envie de faire Hulk, parce que pour moi, c'est la quintessence de la mythologie moderne. Et donc, dedans, je ne sais pas si certains l'ont vu, mais en tout cas, c'est vraiment un film sur les rapports père-fils. Simplement, je dirais ça comme ça. Et sur la violence des rapports père-fils. Hyper fit pour... Non, pas tant que ça, mais bon. Mais en tout cas, c'est un film qui est très beau à voir sur grand écran, qui est vraiment pictural, et c'est un des plus grands flops d'Hollywood, puisque le film a coûté 250 millions de dollars, et qui en a rapporté, je crois, qu'à peine 30 ou 50. Vraiment, à tel point qu'Hollywood a même refusé de donner le coût du film, tellement ils avaient honte, la Universal, qui a produit le film, tellement ils avaient honte de l'échec. Mais c'est bien la preuve que c'est un film profond, parce qu'un film, quand il marche pas, en général, c'est un gros film, en tout cas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à dire. Voilà. Bah, écoutez, merci d'être resté. Tant pis pour le soleil, là, il n'y en a plus. Mais peut-être à la prochaine.